toutes et à tous et bienvenue dans Smart Éducation, votre rendez-vous quotidien consacré évidemment aux nouvelles formations, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. L'école des mines veut former 50% d'ingénieurs en plus d'ici à 2028. En voilà un métier qui ne connaît pas la crise, loin de là. Les futurs ingénieurs font partie des étudiants ayant le moins de soucis à se faire concernant leur insertion dans le marché du travail, la majorité étant même embauchée avant la fin de ses études. La prestigieuse école des mines veut donc répondre aux attentes de recrutement des entreprises et vite, d'où cet objectif ambitieux. Comment y parvenir, notamment en s'ouvrant à de nouveaux profils? On fait le point avec notre invité Frédéric Fontane, directeur de l'enseignement Mines Paris PSL. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui, Frédéric Fontane. Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place cette feuille de route ambitieuse, tout de même ? Ambitieuse, effectivement. Alors, cette feuille de route, elle émane déjà de l'actualisation de la stratégie de l'école qui avait été initiée en 2017. Donc, avant crise sanitaire. Avant crise sanitaire. Ouais. Où déjà on avait un certain nombre de membres du conseil d'administration qui nous avaient alertés sur la nécessité de faire croître les effectifs de l'école. Mais aussi de donner une tendance différente à la formation ingénieur. Et effectivement, notre directeur, Vincent Laflèche, a lancé en 2017 une réforme du cycle ingénieur civil pour mieux préparer nos élèves et aussi préparer cette croissance future par rapport finalement aux besoins du marché de l'emploi en général. Donc dans cette feuille de route, il n'y a pas seulement augmenter les effectifs. Ça fait partie de vos objectifs, ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Oui. Le seul le seul où en fait l'objectif ultime, c'est de former finalement des ingénieurs, femmes et hommes, qui soient à la fois promoteurs de sens au niveau du développement durable, et on va revenir sur cette question-là, mais aussi qui accompagnent la transformation des organisations, qu'elles soient numériques, humaines, sociales. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, vu la complexité des faits, que l'on a en face de nous. Avant de parler de problèmes, parlons des faits déjà. Eh bien, je pense qu'on a aussi, la société en général, qu'elle soit française ou internationale, a besoin d'ingénieurs pour finalement déjà aussi formuler ces problèmes correctement. Mais justement, expliquez-nous, comment expliquez-vous que le marché du travail aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, soit constamment à la recherche d'ingénieurs ? Ça fait des années qu'on en parle. Là, vous parlez d'évolution sociétale, évidemment. Comment vous l'expliquez, ça ? Un métier qui ne connaît pas la crise, c'est comme ça que je le disais. À la fois, c'est un métier qui ne connaît pas la crise, effectivement. Alors déjà, ça s'explique de manière démographique. On a quand même la pyramide des âges. On ne va pas refaire l'histoire, mais on la connaît. Donc évidemment, il y a un certain nombre aussi de départs à la retraite dans plein d'organisations. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un accroissement technologique et technique de nos activités au sens large. Et donc pour ça, on a besoin d'accompagner de ça à la fois d'ingénieurs, mais aussi de techniciens supérieurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un manque à ce niveau-là important. Et puis aussi, après, parce qu'il y a aussi de nouveaux développements, beaucoup d'organisations et d'un point de vue plus large, la société cherche à aller vers ce qu'on appelle la transition environnementale et énergétique. Ça ne va pas se faire tout seul ou en claquant des doigts. Et donc, on a besoin de gens. Et puis, pour ça, on a besoin d'ingénieurs. Et il y a un domaine qui est important, c'est le numérique. Tout autour de nous, tout est devenu numérique. Et donc, on a aussi besoin d'ingénieurs pour accompagner toutes ces transformations. Est-ce que cet objectif-là, c'était aussi une manière pour vous de lancer un mouvement, l'école des mines faisant partie, c'est ce que je disais, des plus prestigieuses et reconnues sur la formation des ingénieurs? C'était aussi une manière pour vous de montrer l'exemple, presque? Alors c'est aussi, surtout pour nous, de revendiquer de façon importante la nécessité de former de grands ingénieurs généralistes et de dire que finalement, face aux situations qui essaiment un peu notre quotidien, on a quand même besoin de gens qui ont une capacité pluridisciplinaire avérée, qui ont une capacité de prendre du recul et de mener des raisonnements quand même rigoureux scientifiquement. Je pense que les 2-3 années passées nous ont montré à quel point c'est nécessaire. Pluridisciplinaire, c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que vous, on pourrait parler plutôt de formation généraliste, c'est ça? C'est-à-dire qu'on est formé à tout pour être capable de s'adapter à tout derrière? Disons que ce qui est important pour nous, ce qui fait sens pour nous, c'est que toutes les activités pédagogiques qu'on va mener doivent finalement s'inscrire dans une démarche d'ingénieur. Et la démarche d'ingénieur, c'est d'abord savoir observer. C'est d'abord, une fois qu'on a fait ces observations, c'est d'en tirer quelques analyses importantes. Et puis, une fois qu'on a fait ces éléments-là, on peut formuler un problème.
par rapport à des faits qui sont parfois, souvent, contradictoires. Et déjà, c'est déjà important de formuler le problème. J'insiste beaucoup parce qu'on positionne toujours sur la recherche de solutions. Je pense que nous, on dit, avant tout, il faut savoir poser les problèmes, puis après, on trouvera la solution. Mais un problème mal posé, quelle que soit la solution, elle sera mauvaise, finalement. Et une fois qu'on a fait ça, il faut conduire une équipe, mener des investigations, savoir explorer ce qu'il en est de l'état de l'art, de la recherche à date, de l'expertise. Et une fois qu'on a tous ces éléments-là, il faut mener une démarche rigoureuse, scientifiquement, au sens intellectuel, et puis savoir prendre en compte toutes les parties prenantes. Parce qu'effectivement, on peut regarder que l'angle technique ou technologique ou scientifique, mais on vit dans une société humaine avec tout ce que ça peut avoir de contradictoire ou de paradoxal, mais c'est ainsi, et c'est aussi la beauté du monde humain. Et donc, il faut aussi que nos ingénieurs soient en capacité de prendre en considération ces éléments. Frédéric Fontane, former 50% d'ingénieurs en plus d'ici à 2028. Déjà, expliquez-nous combien d'élèves accueillez-vous actuellement par an, et donc à combien ambitionnez-vous de passer là? Alors, nous, on accueille, on va le faire, nous, on accueille en stock, on va faire comme ça. Vous m'excuserez sur cette appellation, on a à peu près 700 élèves ingénieurs. Et puis, on en diplôme à peu près 190-200 par an. Et donc, en fait, l'idée, c'est de monter nos effectifs du cycle ingénieur civil, mais aussi, on a un cycle ingénieur par spécialité énergétique, pardon. Et donc, c'est de monter ces effectifs-là. Et donc, en première année, en général, on recrute 130 élèves. Et à l'horizon de 2028, l'ambition est de monter à 200 élèves en première année, et donc, mécaniquement, de faire plus de diplômés. Mais donc, logistiquement, ça veut dire qu'on pousse les murs ? Alors, ça ne veut pas dire qu'on pousse les murs, c'est que nous, on a à la fois, aujourd'hui, on a lancé des grands travaux sur le site parisien, grâce au plan de relance énergétique. On a un développement, on a un site à Sophia Antipolis, dans le campus Pierre Lafitte. Et donc, on a aussi un développement à Versailles-Satory, et on a un site historique à Fontainebleau. Donc, on a quand même des éléments avec des centres de recherche de pointe sur tous ces sites-là. Et donc, l'idée, c'est de mieux aussi utiliser nos sites, mais non pas finalement en attirant les élèves par l'excellence de la recherche qu'on y met. On ouvre à plus de candidats. Est-ce que les candidats, eux, Frédéric Fontane, sont au rendez-vous? C'est ce que je disais, vous souhaitiez vous ouvrir à plus de diversité dans les profils. Les candidats, aujourd'hui, ils sont là. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait pour les attirer aujourd'hui vers ces métiers-là? Alors, est-ce qu'ils sont là? Alors, ça dépend qui sont là. Si on parle, par exemple, de jeunes femmes, elles ne sont pas forcément là. Elles ne sont pas encore là. C'est un vrai point, et on le sait. Alors, à ce titre-là, nous, on a lancé avec la Fondation des Mines un documentaire, mais qui est un documentaire pour tout le monde, qui s'appelle Ingénieureux, pour montrer et sensibiliser, mais très en amont, le fait que finalement, ces métiers sont largement ouverts aux femmes, mais que plus que d'être ouverts, elles sont attendues dans ces domaines-là, et que finalement, on peut y trouver des carrières assez merveilleuses. Et c'est aussi un peu finalement la proposition de valeur que l'on fait, nous. C'est de dire, dans le côté généraliste, il y a aussi le fait de dire, il est très difficile pour vous de choisir à 20 ans quel sera votre futur professionnel. Par contre, nous, on vous offre une plénitude de parcours potentiels. Donc, vous pourrez finalement aller un peu où vous le souhaitez. Et ça, c'est quand même un élément important. Alors après, pour répondre spécifiquement à votre question, est-ce qu'ils sont là? Il y a un vivier en classe préparatoire. Mais ce vivier, on sait aussi qu'il n'est pas marqué par une diversité sociale importante, mais aussi une diversité internationale importante. Et qu'effectivement, il y a une part de femmes qui est relativement restreint et qui n'est pas due aux classes préparatoires en soi, mais à un système plus large. Et tout le monde, finalement, dit, voilà, c'est un souci, mais enfin, il faut quand même maintenant s'y atteler. Il faut sensibiliser plus tôt. Voilà, plus tôt. Et puis, je pense qu'aussi, faire perdre de grands réflexes dès, alors vraiment très tôt, à la maternelle, me semble-t-il. Ça me paraîtrait essentiel de commencer déjà à cet endroit-là. Et puis, finalement, nous, ça nous amène à regarder d'autres voies, d'autres filières de recrutement. Par exemple, donnez-nous des exemples. Par exemple, maintenant, nous sommes l'Université Paris Sciences et Lettres. Dans le cadre de Paris Sciences et Lettres, on développe ce qu'on appelle des CPES, des cycles pluridisciplinaires d'enseignement scientifique. Et effectivement, là, on le fait l'un avec Henri IV, on va en développer un avec Louis le Grand. L'idée, c'est de trouver des profils différents et donc d'attirer des profils différents dans des parcours scientifiques, mais qui finalement s'intègrent très bien dans des écoles d'ingénieurs. Ça, c'est une voie évidente. Et qui pourrait apporter quoi, justement, ces profils différents aujourd'hui à ces métiers?
on va dire, plus de diversité dans les profils classiques qui, finalement, vont se dire je vais faire une prépa scientifique et donc je vais aussi répliquer un modèle parental qu'on connaît de façon évidente. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on aille aussi un peu plus loin dans les recrutements et donc de permettre aussi à des gens, sur des temps plus longs, à les accompagner. Parce que l'idée, c'est de dire, finalement, quand vous rentrez à l'école, il ne faut pas que vous soyez perdus. Parce que un des grands attendus de la formation, c'est qu'ils aient confiance en eux, ces jeunes femmes et ces jeunes hommes. Et donc, on dit des études d'ingénieurs qu'elles font partie des plus difficiles en France. Oui, parce que finalement, si vous voulez être pluridisciplinaire, il y a un ticket d'entrée important dans chaque matière, dans chaque discipline. C'est aussi la rançon de la gloire. Et ça, c'est important qu'on arrive à garantir ça aux employeurs, qu'ils soient privés ou publics, finalement. Quelles sont les raisons qui poussent les jeunes justement à se tourner vers ces métiers ? C'est ce que je disais. Est-ce que c'est le fait tout simplement déjà d'avoir un métier à la clé, presque ? Alors, il faudrait leur poser la question, parce que je pense que vous auriez autant de réponses que d'élèves pratiquement, vu la variété. Je crois qu'encore une fois, ce qui les attire, c'est à la fois parce que c'est des mondes qui permettent de faire de la découverte, d'aller de l'avant. Oui. Ça, c'est le premier élément. Il y a l'idée de pouvoir quand même changer et acter et d'être engagé, ce qui n'est pas incompatible à être dans des organisations, me semble-t-il, au contraire. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'organisations sont en attente d'avoir ce genre de profil pour basculer et changer. Donc, vous parliez d'ailleurs de transition environnementale. Les jeunes se tournent aujourd'hui beaucoup vers ces sujets-là. Vous, c'est quelque chose que vous observez ? Oui. Et de façon évidente, il y a une appétence, une envie. De changer les choses. Même l'expression d'une urgence. On l'a vu récemment encore, et ce qui nous paraît très bien. Et nous, c'est quelque chose que justement on a intégré dès 2017 et qu'on a intégré dans la nouvelle maquette du cycle ingénieur civil. C'est effectivement prendre en considération tous ces enjeux de développement durable, mais aussi de transition énergétique, et surtout de donner des grilles de lecture à nos élèves qui ne les rangent pas dans des cases ou dans des côtés très dogmatiques, on va dire ça comme ça. Et on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup Frédéric Fontane de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'enseignement des mines Paris, PSL. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de ce métier d'ingénieur et donc de cet objectif, former 50% d'ingénieurs en plus d'ici à 2028. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.